Qu'est-ce qui se passe? On va la recréer? Non. Oui. Alors un cousin très proche de la variole, effectivement, un virus qui, lui, infecte le cheval. Ce sont des chercheurs canadiens qui ont annoncé ça en 2017. Ils ont recréé entièrement ce virus en laboratoire et surtout, ils affirment qu'ils auraient très bien pu et pourraient à l'avenir recréer le virus de la variole, celui qui infecte l'humain, tout aussi facilement. C'est totalement dingue. On nous répète, l'OMS le répète que la variole est éradiquée, ça y est, c'est fini, et eux, ils remettent ça. Ils recréent le truc. Mais pourquoi ils font ça? Alors effectivement, certains disent que c'est un coup médiatique presque de mauvais goût. Ça ressemble, oui. En tout cas, ça a l'intérêt de soulever vraiment un débat et sur les dangers de la biologie de synthèse. Biologie de synthèse, c'est recréer des organismes vivants. C'est ça. Et la technologie au centre de cette biologie de synthèse, c'est le tricot. Alors un tricot particulier, un tricot moléculaire, c'est vraiment tricoter de l'ADN. Pour rappel, l'ADN, c'est la molécule à la base des génomes de tous les organismes vivants et de nombreux virus. Elle est composée grossièrement d'une séquence de 4 molécules qu'on appelle des bases différentes, A, T, G et C. Et on connaît aujourd'hui la séquence des génomes de très nombreux organismes, notamment l'humain depuis 2003. Oui. Et la biologie de synthèse, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle peut véritablement recréer des séquences simplement avec des machines extrêmement sophistiquées qui vont prendre un peu de A, de T, de G et de C et tricoter ça dans l'ordre que l'on souhaite et recréer véritablement des génomes. Est-ce qu'on peut synthétiser tout comme ça? Alors pour l'instant, les chercheurs s'arrêtent aux microbes, aux bactéries, aux virus. Par exemple, pour les virus, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inséré ce génome viral, du virus cousin de la variole, dans des cellules de mammifères en culture. La molécule, une fois insérée dans la cellule, s'est comportée exactement comme un virus naturel qui aurait été créé par multiplication dans la nature. C'est-à-dire qu'il va détourner la machinerie cellulaire, il va se multiplier, il va s'extraire ensuite de la cellule en créant sa propre enveloppe et il va pouvoir aller infecter de nombreuses autres cellules. On se retrouve véritablement avec des virus là, simplement en insérant la molécule dans une cellule de mammifère, on se retrouve avec plein de virus capables d'infecter exactement comme un virus naturel. Ça avait déjà été fait pour d'autres virus? Oui, depuis 15 ans, effectivement, il y a déjà eu ce type d'expérience pour des souches de la dengue, du VIH, le virus du sida, la poliomyélite, et aujourd'hui, donc, ce fameux virus cousin de la variole, peut-être demain, la variole. Voilà. La dengue, la polio, le VIH, donc ce serait un virus éradiqué, disparu. Oui, pour la première fois avec la variole, on se retrouverait avec la création en laboratoire d'un virus qu'on avait éradiqué. Et donc là, ça pose des questions inédites en termes de risque. Alors il faut savoir qu'actuellement, la variole, elle est conservée uniquement dans le monde dans 2 laboratoires ultra sécurisés, un aux États-Unis, un en Russie. Et que là, avec la biologie de synthèse, les chercheurs, ça ne leur a coûté que $100 000 et 1 an de travail, ça peut paraître énorme, mais pour un laboratoire de biologie moléculaire, c'est pas énorme du tout, pour recréer ce virus cousin. Et de plus, les séquences du virus de la variole, vraiment, c'est-à-dire le patron, quelque part, qui permettrait ensuite de le recréer, elles sont disponibles sur Internet très facilement. Elles sont dans les publications scientifiques accessibles à tous. Que n'importe quel terroriste pourrait se... Eh bien, ça veut dire qu'effectivement, n'importe quel laboratoire avec un peu de moyens, pas forcément aussi sécurisés que ceux donc, des États-Unis et de Russie qui conservent actuellement la variole, pas forcément bien intentionnés, pourrait créer le virus de la variole et du coup s'en emparer, en faire ce qu'il souhaite. Je renouvelle mes craintes. 300 millions de morts au siècle dernier, on recrée artificiellement, par biologie de synthèse, un virus qui avait totalement disparu. Il y a quand même un truc positif derrière. Alors, c'est ce que les chercheurs disent, c'est que finalement, le virus de la variole, on a beau l'avoir éradiqué depuis 30 ans, il est latent quelque part, il n'a pas totalement disparu de la surface de la Terre, et qu'un risque existe toujours qu'il ressurgisse, le virus naturel. Et du coup, le fait de recréer le virus, et même de le conserver dans ces laboratoires ultra sécurisés, ça permettrait de mieux l'étudier, de créer des traitements pour le cas où le virus reviendrait. Et effectivement, depuis 30 ans, des traitements ont été développés qui font que si aujourd'hui le virus revenait,
les risques seraient beaucoup moins grands, les conséquences seraient beaucoup moins dramatiques. Donc finalement, la logique fonctionne, mais c'est vrai qu'elle est un peu tordue, puisqu'on fait peser un risque en conservant ce virus, on le fait même renaître en le créant en laboratoire, pour s'en prémunir. Je suis d'accord avec vous, c'est un peu tordu. C'est quoi ce virus le plus dangereux du monde? C'est un super Ebola? Non, non, c'est ni Ebola, ni le virus responsable de la fièvre de Marbourg ou d'autres maladies dont on entend parler, qui sont des maladies terribles, avec des virus épouvantables. Celui-ci, c'est un virus qui est plus simple, a priori. C'est le virus de la grippe. La grippe, c'est banal, la grippe. Oui, je vous vois sceptique, mais la grippe, ça a quand même provoqué des ravages en 1918. La grippe espagnole, on le sait, a tué des millions et des dizaines de millions de personnes dans le monde. Et puis, chaque année, c'est un virus qui revient et qui a de grandes facilités à infecter les êtres humains. C'est un peu genre grippe aviaire? C'est un peu genre grippe aviaire. C'est-à-dire que la base de ce virus le plus dangereux du monde, c'est la grippe aviaire. C'est un H5N1. Et dans ce virus-là, les chercheurs sont intervenus, ils ont modifié son patrimoine génétique pour lui permettre d'infecter plus facilement les humains. La grippe aviaire, comme le nom l'indique, c'est un virus de la grippe pour les oiseaux. Il passe facilement d'un oiseau à un autre. Mais chez nous, c'est difficile d'attraper la grippe aviaire. Il faut vraiment côtoyer beaucoup le virus. Et celui que vous avez vu, là, il passe facilement? Ben voilà, on l'a manipulé. Il a été manipulé pour pouvoir être transmis facilement aux humains. Alors, pour l'instant, aucun humain n'a été infecté par le virus de la grippe aviaire, qui pourrait donc cumuler une mortalité extrêmement importante. La létalité du virus est monstrueuse. Et une énorme contagiosité, ces deux réunis-là. Pour l'instant, aucun humain n'a été contaminé. Mais ce qu'on sait, c'est que désormais, des petits animaux qu'on appelle les furets, qui sont utilisés en laboratoire, c'est des modèles animaux. Et ben les furets, voilà, ils sont très fiables. C'est-à-dire que si le furet attrape le virus de la grippe, ce virus-là, à tous les coups, les humains peuvent l'attraper. Et là, le furet... Le virus de la grippe aviaire modifié, le M mutant, le virus H5N1 mutant, il a été transformé. Les furets peuvent l'attraper et ça leur réussit pas du tout. Donc s'il est en liberté, ce virus est très méchant. S'il était en liberté, ce serait la catastrophe. Ça se passe où, ça? Ça se passe aux États-Unis, à quelques heures de route de Chicago, dans un laboratoire. Mais super protégé. Un laboratoire qui est bien protégé, qui est un laboratoire de niveau de sécurité P3. P3, on fait mieux. Oui, il y a le P4, qui est un laboratoire, il en existe 2 en France et puis une poignée dans le monde. Le P4, c'est sécurité maximum pour Ebola, par exemple. Donc, le P3, c'est un petit peu moins sécure, donc... Demain matin, peut-être une petite fuite dans le laboratoire P3 aux États-Unis et boum. C'est peu probable quand même, parce que ça reste des laboratoires qui sont bien sécurisés. Mais ce qui est possible, et là c'est possible en P4 ou en P3, c'est une erreur humaine, une erreur d'attribution. C'est-à-dire qu'on sait, il y a eu là récemment des virus qui ont été adressés au mauvais laboratoire, dans une enveloppe qui est arrivée, la personne qui l'a reçue l'a ouverte, et les échantillons étaient extrêmement dangereux et c'était pas sécurisé. C'est ce genre de crainte là qu'ont les chercheurs et les biologistes qui se sont mobilisés pour s'opposer aux recherches menées sur ce mutant. Alors, pourquoi faire ça? Pourquoi faire ces recherches? Pourquoi jouer à l'apprenti sorcier? Pourquoi jouer à l'apprenti sorcier? Ça fait partie du problème. C'était pour ça aussi qu'on y est allé, c'est-à-dire qu'il y a toute une polémique autour de ces recherches. Faut-il ou pas les faire? Pourquoi est-ce qu'on fait une recherche pareille? C'est aussi une bonne question. On peut se demander, est-ce que c'est bien utile de prendre un risque pareil? Oui. Ce que disent les chercheurs américains qui ont créé ce mutant, c'est qu'il vaut mieux se préparer à ce qui peut arriver dans la nature plutôt que de la laisser faire. Leur idée, c'est de dire nous allons voir quelles sont les mutations nécessaires pour que ce virus de la grippe aviaire devienne très contagieux pour les humains. Et puis on va se préparer, on va essayer de trouver des parades. Si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est exactement ce que eux disent. Mais à l'inverse, d'autres chercheurs qui se sont mobilisés contre ces recherches disent que ce n'est pas prudent, qu'on joue vraiment aux apprentis sorciers, qu'on peut créer un monstre que la nature ne créera pas forcément. Il n'est pas dit que les mutations créées en laboratoire soient les mutations sélectionnées par la nature. On ne peut pas le savoir. Que donc ces recherches sont parfaitement inutiles et surtout dangereuses. Si jamais ce virus s'échappait du laboratoire, alors on serait exposé à la pire pandémie qu'on ait jamais connue au XXIe siècle.